bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. C'était aujourd'hui à Damas, après 10 mois de crise, plus de 5000 morts selon l'ONU, des milliers de personnes disparues et arrêtées. Bachar el-Assad s'est exprimé pour la 4e fois et sans surprise, eh bien, le président syrien a exclu de quitter le pouvoir. Voilà ce qu'a dit Bachar el-Assad aujourd'hui à son peuple. Je tiens à dire qu'aucun ordre à aucun niveau n'a été donné d'ouvrir le feu sur les citoyens. Rien ne leur sera fait, sauf en cas d'autodéfense, de protection des citoyens ou de confrontation avec des personnes armées. Il y a des cas particuliers prévus par la loi. Le déni, le complot ourdi par l'étranger, c'est la réponse donc du président syrien qui a promis de lutter contre le terrorisme d'une main de fer. Bachar el-Assad qui s'en est également violemment pris à la Ligue arabe, l'accusant de défendre bien plus Israël que la Syrie. Alors à quoi joue le président syrien? Quelle est sa stratégie? Comment sortir de cette crise? Eh bien on en parle ce soir avec deux opposants syriens, avec Randa Kassis. Bonsoir. Vous êtes membre du CNS, du Conseil national syrien, présidente de l'Assemblée générale de la coalition laïque et démocratique syrienne. Avec Wael El Hafez, vous êtes chef du bureau politique pour le mouvement populaire du changement en Syrie. Avec Fabrice Balanche, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, directeur du groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, auteur d'Atlas du Proche-Orient arabe, c'est aux éditions RFI PUPS, et auteur également de La région alaouite et le pouvoir syrien, c'est aux éditions Kartala. Et avec nous, Sophia Amara. Bonsoir Sophia, vous êtes grand reporter, vous revenez de Syrie, vous avez tourné une fois encore clandestinement, une fois encore parce que ça fait 4 fois maintenant que vous êtes allé en Syrie depuis le début de la crise. Vous préparez un nouveau documentaire avec votre agence Magnéto Presse. Et nous avons contacté, comme à chaque fois évidemment, l'ambassade de Syrie en France pour participer à ce débat, l'ambassade qui n'a pas donné suite à notre demande. Alors lors de son allocution aujourd'hui, eh bien, le président Assad a promis des réformes politiques et notamment un référendum sur la Constitution. On l'écoute. Lorsque la commission sur la nouvelle constitution aura terminé ses travaux, il y aura un référendum populaire, car cette question intéresse tout le monde. Ce référendum aura lieu la première semaine de mars, certainement. Randa Kassis, je le disais, vous êtes membre du CNS, du Conseil national syrien. Vous l'avez entendu, le président Assad a promis des réformes politiques, notamment un référendum sur la Constitution qui devrait avoir lieu normalement début mars. Est-ce que vous y croyez encore à ces réformes politiques? Je n'ai jamais cru à ces réformes d'abord, mais ce que je peux dire que Assad aujourd'hui, il est en train de jouer sur le sentiment de panarabisme. Et bien sûr, je crois que Assad, il voulait adresser un message aux minorités qui sont en Syrie et qu'il y a quand même pas mal des personnes qui gardent le silence jusqu'aujourd'hui. Et il voulait quand même les encourager à sortir et pour le soutenir, bien sûr. C'est un message pour ces gens-là plutôt que c'est pour les autres. Il sait très bien qu'il ne peut rien changer, mais il sait très bien aussi qu'il peut instrumentaliser le confessionnalisme et le sectarisme dans ce pays. Et c'est là où on l'a vu de toute façon, quand même, c'était un message qui a incité à une guerre civile quelque part. On l'a entendu, c'est pas la première fois qu'il l'a dit. Depuis son premier discours, il l'a toujours répété, et ça fait quand même 4 décennies que son père et lui, que ce régime a instrumentalisé le sectarisme. Alors c'est tout à fait normal que cette personne-là qui est devant nous, Assad, ne veut pas aujourd'hui quitter le pouvoir, et aussi il voulait envoyer un message aux peuples arabes quand il a parlé bien sûr d'Israël, le conflit israélo-palestinien. Il voulait tout simplement leur dire, leur faire rappeler, rafraîchir leur mémoire longue collective et leur conflit avec Israël. C'est pour ça qu'il a toujours insisté sur le mot panarabisme, sur le mot de l'arabisme, et après il a joué un tout petit peu sur les religions quand il a parlé bien sûr de l'islam, et après il a parlé un tout petit peu de christianisme. On va reparler parce qu'il s'en est pris en effet violemment à la Ligue arabe. On va en reparler dans un instant. Wael El Hafez, est-ce que le président syrien peut être encore un interlocuteur aujourd'hui? Il n'était jamais un interlocuteur. C'est un héritier qui a pris le pouvoir par le changement de la Constitution imposé par son père. Après le départ de son père, bien sûr, il est venu 11 ans. Le preuve, résultat,
destruction complète de l'économie, corruption, tout existe, le service secret partout. Et là, l'écrasement depuis le début de la révolution, on a vu le vrai visage d'Assad, le père qui a fait la même histoire en 82 contre la ville Hama. Et là, lui, il continue, et même en plus, il essaie d'élargir. Mais il ne va pas réussir. Donc vous ne croyez pas à cette volonté de réforme politique aujourd'hui? On ne peut plus négocier avec lui? Le seul réforme que nous en acceptons, que lui il présente la démission et il se tourne vers le juge d'instruction pour bien compléter le dossier. Oui, alors il a exclu, enfin ça c'est en tout cas c'était très clair dans son discours, puisque aujourd'hui il a évidemment exclu de partir. Fabrice Balanche, vous êtes expert de la Syrie. Après 10 mois de crise, quelle est aujourd'hui la stratégie du président syrien? Comme l'a dit Randa Kassis, il a joué, c'est vrai, sur le panarabisme. Aujourd'hui, il a promis de lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'il peut jouer aussi sur les divisions de la Ligue arabe? Il joue sur les divisions de la Ligue arabe, ça c'est clair, puisqu'on voit bien avec la mission des observateurs que vous avez une partie des observateurs qui soutiennent, qui ont des rapports plutôt favorables au régime. Mais ça, c'était évidemment couru d'avance. Après, il joue sur le panarabisme, oui, mais il joue aussi sur le sentiment national syrien. Il a quand même dit Souria Awalan, la Syrie en premier. En disant que on pouvait se détacher de la Ligue arabe. De toute façon, la Ligue arabe ne représentait pas le monde arabe, puisqu'elle n'a jamais soutenu la lutte des Palestiniens contre Israël. Donc il a joué sur ses chevaux. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous disant qu'il s'adresse uniquement aux minorités. Non, il peut pas s'adresser uniquement aux minorités, parce que les minorités en Syrie, les minorités non sunnites, c'est 20% de la population. Donc c'est pas avec ça qu'on tient le pays. Plus que ça, les minorités. Il y a des minorités ethniques et religieuses. Alors c'est à peu près entre 35 et 40%, parce qu'on n'a pas des vrais sondages. J'ai fait des études démographiques là-dessus. Les Alaouites représentent à peu près 10% de la population, les chrétiens 5%, ismaéliens, chiites, etc. 5%, avec les Druzes, et vous avez à peu près 15% de Kurdes. Donc il ne peut pas uniquement jouer sur le sentiment minoritaire. Il est obligé de dépasser ce groupe, et il s'adresse aux sunnites modérés qui ne sont pas islamistes, qui veulent la tranquillité. Il s'adresse à la bourgeoisie syrienne. Qui le soutient encore aujourd'hui. Qui le soutient toujours. De manière c'est l'objet du débat. On va laisser terminer Fabrice Balanche et ensuite vous allez réagir, Sophia Amara. Je pense que après, il s'adresse à ces gens-là. Est-ce qu'ils les soutiennent? Est-ce que ces gens-là les soutiennent? Je ne sais pas exactement. Mais il me semble quand même qu'il a toujours un soutien de la bourgeoisie syrienne. Sophia Amara, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Aujourd'hui, il n'a plus le soutien de cette bourgeoisie syrienne? Non, je suis pas du tout d'accord, parce que mon point de vue, c'est le suivant. D'une part, Bachar el-Assad est complètement étonné de ce qui se passe dans son pays depuis 10 mois. Il a été pris de court. C'est un régime qui, depuis 40 ans, a fabriqué de gros mensonges qu'il a fini par croire. Le nationalisme, le panarabisme, c'est un gros mensonge. Et d'ailleurs, je reviens de Syrie où l'armée libre elle-même dit on était tout près on était dans les plateaux occupés. On appelait le régime pour dire les Israéliens sont à 2 pas, on peut faire tomber un avion tout de suite. Et Bachar et son père avant lui disaient surtout restons calmes. Donc non, panarabisme, la cause palestinienne, tout ça, c'est de gros mensonges qu'ils ont peut-être fini par croire, mais plus personne n'est dupe. Ça, c'est au niveau arabe. Et en ce qui concerne la population syrienne, aujourd'hui, la population syrienne ne veut plus de Bachar el-Assad. Il existe évidemment une instrumentalisation par Bachar et par son équipe des minorités à qui il a réussi parfois, et pas toujours, parce que j'ai vu des femmes chrétiennes venir à Bab Amar, qui est soi-disant le QG du salafisme en Syrie, pour soutenir les révolutionnaires, des femmes chrétiennes venues de Damas, courant le risque de venir de Damas, et ce sera dans le prochain film, pour dire nous sommes contre ce régime. Et donc, ces minorités craignent en effet de voir le pays pris par des salafistes et continuent donc par ignorance ou par crainte de l'inconnu de soutenir ce régime. On préfère avoir un président laïque qu'on connaît, même s'il est sanguinaire, plutôt que d'avoir l'inconnu. Ça, c'est le jeu sur lequel il compte jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Par contre, dans la population sunnite et même alaouite éclairée et alaouite modérée, les gens, j'ai vu des alaouites se battre aux côtés de l'armée libre en Syrie il y a 2 semaines. Des alaouites. Et qui ont dit ça suffit, on n'en peut plus, qu'ils partent.
Voilà la Fez. Quelle garantie l'opposition peut donner aujourd'hui à ceux, et notamment aux minorités, qui craignent des représailles, qui craignent de ne plus pouvoir vivre en Syrie? Parce que Sophia Amara dit, oui, il y a des minorités, il y a une partie de minorités, des chrétiens, les alaouites, etc., qui sont passés dans le camp de l'opposition, mais pas tous quand même, j'imagine, Sophia Amara, qui a quand même des chrétiens aujourd'hui qui soutiennent encore le régime, des alaouites. Quelle garantie, vous, l'opposition, vous pouvez donner à ces minorités, hein? De toute façon, en Syrie, pour nous, la Syrie de demain, il n'y a pas de minorité. Tout le peuple, c'est égaux. Vraiment, c'est l'État civil, c'est l'État de droit, c'est l'État de citoyenneté. Donc, histoire, minorité, majorité, il n'y a pas. Ça, c'est dans un parlement. On peut parler de deux groupes. Là, dans la Syrie de demain, c'est tout le monde égaux, tout le monde sous la loi, tout le monde l'accepte, on est tous des frères. C'est dans le monde idéal, mais ça c'est dans un monde idéal. Donc oui, ça correspond peut-être pas à une réalité. On utilise ce qu'il veut. Nous, pour la Syrie de demain, on est tous devant la loi, on est tous égaux. Donc il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. On sera tous égaux. C'est le seul moyen pour garantir. Fabrice Balanche a l'air sceptique. Oui, je suis sceptique parce que j'ai rencontré notamment des Kurdes. J'étais au Kurdistan irakien, j'ai rencontré qui, eux, ne veulent pas travailler avec l'opposition syrienne, avec le CNS, parce qu'ils ont exigé la reconnaissance d'une république syrienne et non pas une république arabe syrienne, ce qui leur a été refusé. C'est pas 4% qui va imposer l'ordre quand même. Si on est dans la loi de démocratie, on n'accepte pas. C'est 4% de Kurdes plus les chrétiens. Que tout le monde prend leur droit, que tout le monde sera récompensé, que tout le monde sera citoyen. Là, l'histoire, moi je suis kurde, j'ai un super droit. Non. Nous sommes tous des Syriens, nous sommes tous des États civils, citoyenneté, donc je suis désolé. Il n'y a Sophia pas de Amara, supplément. On ne peut absolument, je suis d'accord avec vous, on ne peut absolument pas nier qu'il y a effectivement un risque, de voir les tendances salafistes ou en tout cas islamistes syriennes reprendre du poil de la bête après 40 ans d'oppression. Ça, c'est un risque indéniable. Ça a été le cas ailleurs, dans d'autres révolutions, puisque évidemment ces sociétés ne sont pas encore entre guillemets assez mûr et ça c'est des risques. Il y a des risques de voir justement quand j'ai été par exemple tournée en Égypte pendant la Révolution, les jeunes disaient on est pour un État laïque, et au final eh bien quand le pouvoir tombe et que les jeunes sont mis de côté, les révolutions sont parfois confisquées. Donc c'est un risque indéniable. Et là encore pour les Kurdes, je suis d'accord avec vous et j'ai assisté à des discussions complètement enflammées entre des Arabes et des Kurdes et aujourd'hui ils sont pas encore d'accord sur la question. Donc c'est indéniable. C'est une boîte de Pandore qu'on va ouvrir. Et il y a des divisions aussi au sein même des mouvements politiques, parce que là aussi, la phase, vous nous dépeignez un tableau très idyllique, mais il y a des divisions sur le terrain, il y a des divisions aussi politiques, même au sein du CNS. Tout le monde... Je suis désolé, il y a deux zones où il y a une majorité kurde, mais il y a les Arabes aussi. Je suis désolé, nous, on n'a pas pris les terres de quelqu'un. Nous sommes tous dans la Syrie qui, c'est depuis l'histoire, existe. Donc les Kurdes existent, les Arabes existent. On est tous dans une Syrie, dans un peuple qui sera vraiment dans la loi de citoyenneté. Plus loin, on n'accepte pas. Question de division, question autre, plus loin, que le Kurde de l'Irak, il essaie de le faire de l'illusion, d'allumer le feu. Avec le Kurde de la Syrie, ça ne marche pas. Nous sommes en Syrie, donc tout le monde égaux, tout le monde dans un état de citoyenneté. On ne peut pas parler de ça. C'est une culture déjà pour parler d'un pays où tous les citoyens sont égaux. Il faut savoir qu'il faut commencer quand même à éduquer ces générations-là. On ne peut pas dire on ne peut pas les appliquer comme ça d'un jour ou l'autre. Voilà, du jour au lendemain. On a toujours parlé des minorités et des majorités. Comme aujourd'hui, on va dénier. Est-ce que vous-même vous êtes chrétienne? D'origine, je suis athée d'abord. Alors oui, ma famille, oui, elle est chrétienne. Et je défends la cause, surtout la cause kurde, parce que d'abord, ils sont pas que 4%, ils sont beaucoup plus. J'ai dit là, il y a quelques instants, on n'a pas des vrais sondages. Le gouvernement, le régime syrien n'a jamais accepté, n'a jamais autorisé de faire des sondages pour tout simplement, pour laisser ces minorités, des vraies minorités qui sont chaque minorité qui sentent qu'elle est faible. C'est un sentiment. Ils voulaient de toute façon les faire sentir qu'ils sont faibles. Il y a à peu près. Tout à fait. C'est ça ce qu'il a joué de toute façon. Avec l'état de loi, tout le monde sera fort. Non, il n'y a pas d'État. Il faut quand même se mettre d'accord aujourd'hui. Oui, ils ont le droit. Il y a des autres minorités. Il y a des Assyriens, même s'ils sont 1% quand même. Et on parle d'un pays. Fraternité, comme la France. Fraternité, oui, c'est d'accord, mais sans Arabes.
parce que tout simplement on respecte, si vraiment on respecte les autres, ces minorités-là ne veulent pas que la République arabe syrienne, elles veulent tout simplement la République syrienne, et ce sera quand même comme la Syrie pour tout le monde. Non, mais ça c'est une appartenance. C'est pas moi ni vous. Mais un Kurde, comment il peut appartenir à un pays qui est arabe? C'est la loi. Et en France, il y a plein de monde qui ne sont pas français, mais c'est la France. C'est la République française. Nous demandons la Syrie. Nous demandons tout simplement la Syrie. Point. Ça, c'est le Parlement arabe bien choisi, bien élu, c'est lui qui va décider. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème aussi, qui sont des pro-arabes ou arabes qui veulent. Non, on parle pas de citoyenneté. Il faut quand même tout simplement. Non, mais on parle quand même des choses. Ils veulent une garantie, et c'est tout à fait normal que ces minorités demandent une garantie. Nous, aujourd'hui, les opposants, mais bien sûr, on peut demander, mais bien sûr, doivent donner des garanties. C'est à nous de faire. C'est à nous de faire ces garanties-là. C'est lui qui va décider. Par écrit aussi. C'est pas tout simplement des paroles, mais tout simplement c'est écrit. C'est-à-dire on fait une charte. Sophia Amara, je le disais, vous revenez de Syrie. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même ce que vous avez vu? Parce que malheureusement, on n'a pas d'image encore. Il faut attendre votre documentaire qui va arriver sous peu, qui sera d'ailleurs diffusé sur Arte. Qu'est-ce que vous avez vu en Syrie? Déjà, lorsque on revient de Syrie et qu'on entend ce genre de débat, même si c'est très intéressant, ça fait un peu de la peine, parce que dans l'urgence et dans la terreur que vivent ces gens-là, on se dit que les Syriens, même à l'étranger, et surtout ceux qui sont à l'étranger, n'ont pas le droit d'avoir des avis divergents. Je sais que c'est difficile, et je sais que pendant 40 ans, le régime s'est appliqué justement à créer une société complètement apolitique. Mais quand vous revenez de Syrie, et particulièrement cette fois-ci, en décembre, ça a été pire que toutes les autres fois. Le peuple est otage de la terreur. C'est-à-dire, vous avez peur de respirer, vous avez peur de vous lever, vous avez peur qu'on vous entende quand vous prenez votre souffle. C'est la terreur. Et il y a un sentiment que tous les gens qui ont été en Syrie ont quand ils mettent le pas en dehors de Syrie, c'est qu'ils peuvent enfin respirer. Donc, cette urgence-là, par rapport à ce débat, je pense qu'il faut vraiment, pour l'instant, l'urgence, c'est de changer de régime. Mais comment changer le régime? Mais c'est ça aussi la question. Il faut trouver un moyen de mettre de côté, face à l'aberration que fut ou qu'a été la mission de la Ligue arabe, il lui c'était préférable qu'elle ne fasse rien plutôt qu'elle fasse mal les choses. Alors justement, Sophia Amara, on va en parler de cette mission de la Ligue arabe, et Randa Kassis et Walal Hafez nous diront ce qu'ils en pensent, et si cette mission doit partir, eh bien quelle alternative? Fabrice Balanchon donnera également son point de vue. Le débat consacré ce soir à la Syrie, c'est dans un instant. À tout de suite.